Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Mohamed Benhammou. Merci. Merci d'avoir accepté de monter sur un ring. Aujourd'hui, je rappelle, c'est Mohamed Benhammou, que vous êtes président fondateur du Centre marocain des études stratégiques et également président de la Fédération africaine des études stratégiques. Mais je vais rappeler aussi, peut-être avant tout, que vous êtes professeur universitaire à l'université Mohamed V de Rabat. Débat en 3 rounds aujourd'hui avec une actualité internationale largement dominée par ce conflit armé entre l'Iran et Israël. Donc ce premier round, Iran-Israël, une guerre probable ou une guerre improbable, selon vous, Mohamed Benhammou? Je pense que au stade où nous sommes aujourd'hui, à cette heure-ci, et quelques heures après la riposte, entre guillemets, israélienne sur la riposte, entre guillemets, iranienne, il y a plusieurs cartes qui sont encore inconnues. Aujourd'hui, à cet instant, il n'y a que l'Iran et Israël qui savent exactement ce qui s'est passé et quelle en a été la teneur et aussi la densité de l'acte. Est-ce que ça veut dire, Mohamed Benhammou, que valeur aujourd'hui, les opinions publiques internationales, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé? Vous dites qu'il n'y a que l'Iran et il n'y a que Israël qui savent? Israël, jusqu'à présent, donc, elle ne le fera pas. Donc, elle ne va pas revendiquer. Donc, mais on sait que c'est Israël. On le sait parce que donc, Israël a visé les États-Unis d'Amérique 2-3 jours avant, jeudi, de son intention de procéder donc à cette attaque. Maintenant, donc, quand on essaie de voir de très près ce qui se passe, sommes face à une volonté de beaucoup plus de la part de l'Iran de démontrer qu'il a donc une puissance, de sauver en quelque sorte son honneur. Alors la riposte iranienne était beaucoup plus donc un baroud d'honneur, et je dirais donc même c'était plus sur le symbole, les 350 missiles et drones qui avaient été envoyés par l'Iran sur Israël le week-end dernier. C'était plus du ressort du symbolique qu'autre chose? Je pense que c'est beaucoup plus un feu d'artifice. Ah, le cas, un feu d'artifice. Un feu d'artifice quand on voit, donc, bon, la question donc n'est pas le nombre. Est-ce que donc les objectifs ont été atteints? Donc s'il faut envoyer autant de missiles et de drones qui n'atteignent pas donc les objectifs ou qui atteignent donc d'une manière des effets limités en tout cas. Voilà, donc non importante l'objectif, c'est que bon, nous sommes dans le service minimum. Je dirais que Israël aussi, dans cette riposte, elle a assuré le service minimum. Maintenant, c'est là où, je dirais donc, si pour la riposte iranienne, c'était un feu d'artifice, je dirais que pour ce qu'ont fait les Israéliens cette nuit, c'est beaucoup plus donc des épingles chinoises. Donc, Est-ce que ça veut dire que la riposte, une fois de plus, à la riposte, en tout cas la riposte israélienne, est-ce que c'est proportionné à la riposte iranienne du week-end dernier? Est-ce qu'on est dans le même ordre de proportionnalité selon vous? Je dirais que l'Iran a fait un geste pour éviter d'entrer dans une escalade. C'est juste donc pour assurer sa clientèle et pour assurer donc les Iraniens qu'elle a encore et qu'elle a toujours donc un mot à dire et qu'elle peut attaquer. Est-ce que donc l'Iran a la puissance de feu pour aller plus loin? Je ne le pense pas, tant qu'elle n'a pas la possession de l'arme nucléaire. Donc, côté iranien, on ne veut pas d'escalade. La communauté internationale aussi ne veut pas d'escalade. Et côté israélien? Maintenant, côté israélien, est-ce que la riposte de cette nuit et la riposte donc, finale, et du coup, donc, elle assure, elle aussi, donc, un service minimum, ou est-ce que donc, cette riposte n'est que le début? Donc, est-ce que on est sur le début du commencement? On sait que dans les guerres, il y a aussi donc les fausses attaques. Est-ce que c'était l'attaque ou une fausse attaque? On
a vu que même si missiles ou drones, donc le nombre était très limité, est-ce que c'est parti d'Israël ou c'est parti donc du territoire Apparemment, c'est iranien? pas établi ça Il pour le moment. voilà, il y a beaucoup d'inconnus. De toutes les Est-ce que façons, ça change la donne, ça? Parce que Mohamed Ben oui, Hammou, si par exemple, effectivement, il est établi que ces missiles, en fait, sont partis d'Israël en direction de l'Iran, ou que ces missiles seraient partis, en tout cas, du territoire iranien. ça change beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a que l'Iran qui sait et Israël qui sait aujourd'hui donc ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les messages sont clairs et les deux pays savent exactement donc quelle est la réalité. Le reste, on est un peu dans les supputations, on est un peu dans des conclusions qu'on peut tirer ici et là. Alors si c'était juste, ça peut être aussi que ce que Israël donc, a fait dans cette riposte, que ça ne soit qu'une fausse attaque qui a permis donc à Israël de mesurer le degré de perméabilité ou non donc de la défense iranienne et de mesurer. Ça peut être je dirais donc dans les sciences de la guerre, c'est aussi donc des fausses attaques comme ça. Ça peut se produire pour préparer l'attaque après. Bon, donc vous n'excluez pas, vous, Mohamed Ben Hammou, non. une attaque avec une intensité beaucoup plus importante d'Israël envers l'Iran, à l'égard de l'Iran? Il y a aussi, donc nous sommes face à deux scénarios. Le scénario A, on va prendre cette riposte comme la riposte, et donc assurer avec un service minimum, mais il faut souligner avec des messages clairs, là où, là où les attaques ont été menées, avec beaucoup de précision et avec une atteinte directe du territoire et des cibles iraniennes. Est-ce que, sous la pression des États-Unis, de la communauté internationale, Israël va se limiter à ça et va se contenter donc de cette riposte? Est-ce que Israël donc considère que ça, c'était juste une fausse attaque? Parce que quand on voit donc l'attaque qui a été opérée en Syrie en éliminant donc des radars et des bases, l'attaque menée en Irak en même temps, donc cette nuit, contre des bâtiments donc abritant des révolutionnaires ou les brigades donc de révolution iranienne avec des pro-iraniens. Il y a aujourd'hui donc des donnes quand on voit aussi donc l'insatisfaction à l'intérieur donc d'Israël de cette attaque de la part de certains acteurs israéliens. Donc est-ce que donc c'est le scénario B qui peut aussi qu'il ne faut pas exclure, c'est que les jeux sont ouverts quelque part, valeur très aujourd'hui. ouvert, très ouvert. Très souvent, les spécialistes comme vous d'ailleurs, au niveau de la sécurité et des conflits armés, on parle beaucoup de guerre hybride. On l'a vu dans différents conflits. Est-ce que vous considérez, c'est Mohamed Ben Hammou, que cette riposte israélienne envers l'Iran, est-ce que c'est une forme de riposte armée hybride? Non, je pense que là, on n'est pas dans l'hybride, puisque donc c'est une attaque armée de la part donc d'un pays, donc opérée par l'armée de ce pays en direction d'un autre pays considéré comme un pays donc ennemi dans une riposte. Maintenant, une attaque peut faire partie donc d'une tactique, mais on n'est pas encore dans la guerre, donc que ce soit donc une guerre ouverte qui là cette fois donc elle peut être une guerre hybride. En tout cas, ce que vous dites, Ismaël Ben Hammou, c'est que lorsqu'il sera établi ou pas, d'ailleurs on verra bien, d'où sont partis ces missiles qui ont visé l'Iran, est-ce qu'ils sont partis d'Israël ou de l'autre territoire en tout cas, mais et qui a visé l'Iran sur ces terres, ça pourrait changer un petit peu la donne. L'agence publique, donc l'information publique, puisqu'il y a une réaction des autorités iraniennes, ont déclaré qu'il n'y a eu aucune attaque en provenance de l'étranger. Est-ce que quand l'Iran dit ça, quand les autorités iraniennes font ce genre de déclaration, c'est pour dire voilà, ne vous inquiétez pas, c'est un message adressé à qui? À la communauté internationale? Est-ce que c'est pour la politique intérieure? Il n'y a personne qui nous a attaqués? Les deux. Les deux, c'est un petit peu justement le régime iranien
il est fort donc, quand il s'agit des fois d'être amnésique. Je pense que ce sont les deux. À la fois, donc, ils veulent dire donc, circuler, il n'y a rien à voir, donc rien ne s'est passé. Il y a eu 2-3 explosions, puis tout est rentré dans l'ordre. C'est un peu la position. Il n'y a rien. D'ailleurs, c'est eux qui ont avancé que l'attaque était partie donc, de l'intérieur de l'Iran. C'est grave comme information. Ça voudrait dire quoi, ça voudrait dire donc que ils soient infiltrés sur leur territoire, les Iraniens. D'ailleurs, c'est pas la première fois. Donc, les Iraniens ont opéré des attaques ou certaines opérations donc qui ont visé notamment donc les responsables du nucléaire de l'intérieur du territoire iranien. Donc, en tout cas, cette attaque, cette riposte, qu'elle soit donc une fausse attaque ou la riposte finale, le premier renseignement qu'on peut et les premiers renseignements qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a une grande vulnérabilité. De part et d'autre ou que du côté iranien? Du côté iranien, et que donc les Iraniens donc sont conscients de la limite de leur force d'attaque et de leur. Donc, ce qui fait, c'est vrai qu'ils ont une grande force de nuisance à travers donc les bras qu'ils ont les différents Yémen, au Yémen, au Liban, en Syrie, etc. Mais l'Iran lui-même aujourd'hui, tant qu'il n'a pas la possession de l'arme atomique, il reste très accessible. Maintenant, et très vulnérable vis-à-vis d'Israël. Très vulnérable. Vis-à-vis d'Israël. Militairement donc parlant, quand on mesure donc et quand on met sur la balance le poids et la puissance donc militaire, il est à la faveur d'Israël. Malheureusement, certains experts comme vous disent, mais de toute façon une guerre aujourd'hui, on le voit très bien d'ailleurs dans ce conflit. Il n'y aura pas d'attaque terrestre. Donc même si effectivement il y a un nombre supérieur de soldats ou de militaires israéliens par rapport au nombre de soldats et de militaires iraniens, compte tenu qu'on ne fera pas la guerre de façon de manière terrestre, ce n'est pas quelque chose qui pèse sur la balance. Effectivement, donc les armées ne seront pas en contact direct dans des batailles terrestres. Donc on est à plus d'un millier de kilomètres donc, entre les deux pays. Les attaques donc, ne peuvent être essentiellement donc, par des missiles, par aussi donc, des attaques donc, aériennes et par l'utilisation de drones, l'utilisation donc, des avions. Maintenant, donc, Israël, elle ne peut pas faire donc, une attaque d'ampleur sans l'appui des Américains, l'appui et l'accord donc des Américains, parce que donc de faire décoller aussi donc des avions, il faut les ravitailler, donc la distance est lointaine. Il n'y a que les Américains donc qui peuvent le faire. Ils doivent aussi donc traverser l'espace aérien d'autres pays, comme la Jordanie par exemple, l'Irak également. Oui. Et donc, avec certains pays, ils ne peuvent pas donc, le faire sans leur accord. Donc nous sommes dans une situation qui reste très floue. On est en train de voir, côté iranien, il y a une volonté aujourd'hui de dire stop, c'est fini, on arrête tout. C'est un match nul. Côté israélien, je pense qu'ils se disent on a marqué un point, on a envoyé donc des messages, marqué un point, mais l'objectif n'est pas atteint. Sachant que l'objectif pour Israël n'est pas donc de faire une riposte à une riposte. L'objectif pour Israël reste le nucléaire iranien. Donc, est-ce que l'Iran va commettre donc l'erreur de riposter à la riposte ou de commettre donc un acte qui va à la fois donner à Israël l'occasion et l'argument dissuasif auprès de la communauté internationale pour avoir donc à ses côtés la communauté internationale et pour atteindre l'objectif ultime pour Israël, qui est de détruire. La transition, si Mohamed Ben Hammou, pour le deuxième round et la thématique à quoi joue la communauté internationale, les États-Unis qui quelques heures après cette riposte israélienne
visant l'Iran, a fait cette déclaration en disant que, ce que vous disiez, nous étions au courant, parce que les Israéliens les avaient prévenus, donc les Américains étaient prévenus, mais en même temps, ils ont fait cette déclaration sur différents médias, pas d'accord, donc ni approuver, ni jouer un rôle dans ces représailles israéliennes. Est-ce que là, on est en train de jouer un espèce de jeu, comme diraient certains, une comédie Oui, on est dans. Il y a deux choses. Donc, il y a tout ce qui est livré donc à la consommation donc médiatique et à l'opinion donc internationale, et il y a donc la réalité sur le terrain. La réalité donc sur le terrain, donc ce sont ces contacts permanents entre l'ensemble des acteurs, y compris israéliens, iraniens, américains et les autres. Il y a aussi donc ce qui se passe réellement donc sur le théâtre ou les théâtres d'opération. Et là, donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a que les États eux-mêmes qui savent donc ce qui se passe. Et il y a chacun, vous savez, donc chacun des États, avant de se lancer dans aucune des aventures militaires, il mesure le pour et le contre, et il consulte, et il a donc des alliés. Ce qui est clair, donc, c'est que personne ne veut, et au niveau donc de la communauté internationale, et c'est clair, personne. Est-ce que ça, c'est une décision je veux dire, implicite qui a été prise par les grandes puissances, de dire de toute façon, il ne faut surtout pas d'avancement régional, voilà, qu'il y ait des petites représailles et qu'il y ait des tu m'as fait, je te fais, entre guillemets, mais que ça s'arrête là. Est-ce que c'est ça, en fait, la position de la communauté internationale? Il n'y a pas donc une communauté internationale unifiée avec des mêmes intérêts et des mêmes objectifs. Chaque acteur, il a ses intérêts, ses objectifs et aussi donc l'approche qu'il veut adopter et ce qu'il peut attendre d'une guerre ou d'une situation donc de non-guerre. Maintenant, donc, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les puissances, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, en tout cas donc ces acteurs qui pèsent sur les relations internationales aujourd'hui, on voit qu'ils sont tous focalisés sur d'autres zones et qu'ils ont donc d'autres problèmes à gérer et qu'ils se disent peut-être qu'en ce moment on n'a pas besoin d'un problème supplémentaire. Surtout, comme je vous le disais, l'Iran, sa force aujourd'hui, c'est dans sa grande capacité de nuisance liée à au niveau de la région. Au niveau de la région. Ce qu'elle peut donc fomenter à partir du Liban, du Yémen, de la Syrie, de l'Irak. Donc c'est ça un peu qui dérange. Le pouvoir de nuisance aussi, c'est éventuellement d'organiser ou d'orchestrer un blocus du détroit d'Ormuz, où on sait très bien qu'il y a 20% de la consommation de pétrole. Ça, c'est quand vous dites pouvoir de nuisance de l'Iran, c'est aussi ça. C'est aussi ça. C'est aussi donc des attaques sur les pays de la région, frontaliers de la région. C'est aussi donc la possibilité, on le sait, malheureusement, donc de fomenter certains actes, y compris donc des actes terroristes dans des pays comme l'Arabie Saoudite et même dans des pays occidentaux et autres. Donc je pense que l'Iran est prise au sérieux dans dans tous ces actes malveillants donc qui peuvent être orchestrés ou ordonnés par l'Iran, mais en même temps militairement donc je pense que tout le monde sait que l'Iran, donc la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que l'Iran est arrivé donc au seuil où elle a donc l'arme nucléaire. Le jour où elle a priori donc non. La UI, est-ce que donc mais en même temps, mais pas très loin. On n'est pas très loin. C'est pour ça que le jeu est très intéressant. Est-ce que parce que Israël sait dès que l'Iran sera en possession de l'arme nucléaire, ça changera tous les rapports de force dans la région. Absolument. Elle ne peut plus faire mener aucune action. Si elle veut détruire ce projet iranien, c'est ici et maintenant. Je pense que l'attaque de Netanyahou contre les sites nucléaires iraniens était programmée il y a plus de 10 ans. Donc ils ont profité de le déclencher dans la conjoncture dans laquelle nous sommes. Dans la conjoncture actuelle, il va pouvoir concrétiser cet objectif.
la question donc reste ouverte. C'est effectivement une question de temps. Mais pour revenir donc sur la communauté internationale, vous avez cité donc les États-Unis, mais il n'y a pas que. Il y a aussi il y a la Russie, il y a aussi la Chine. En tout cas, les membres du Conseil de sécurité, les membres du G7, les membres du G20. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, a priori, la seule arme, entre guillemets, dont disposerait la communauté internationale, ça serait de nouvelles sanctions qui seraient prises, en tout cas, c'est ce qu'a annoncé les États-Unis, même l'Union européenne d'ailleurs. Et à l'encontre de l'Iran, c'est que l'Iran est sous sanctions et sous embargo depuis plusieurs décennies, avec des effets a priori très contre-productifs en tout cas. Exact. Est-ce que pour vous, si demain ou après-demain, effectivement, on va vers l'annonce de nouvelles vagues, nouveau cycle de sanctions à l'égard de l'Iran, ça peut être dissuasif ou pas? La stratégie et les politiques donc, de sanctions n'ont pas donné ce qui était donc attendu de ces sanctions. On l'a vu avec l'Iran, on l'a vu avec la Corée du Nord, on l'a vu avec la Russie, on le voit donc avec plusieurs pays. Du moment que les sanctions ne sont pas prises à une échelle internationale et que l'ensemble des acteurs s'engagent à, bien sûr, donc, respecter l'application de ces sanctions. Donc, les sanctions, oui, on peut toujours revenir. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, c'est ça en fait? Oui, il y aura toujours donc quelqu'un qui va contourner. On voit donc la Russie et les hydrocarbures, mais la Russie continue donc à vendre ces hydrocarbures, même aux Occidentaux. En passant par d'autres biais. Par d'autres biais. La Chine, elle n'a pas besoin d'un foyer de tension supplémentaire parce que donc la Chine, elle sera donc plus touchée sur le plan économique, surtout qu'en ce moment, donc, elle a quand même quelques difficultés sur le plan. D'un point de vue économique, il s'approvisionne aussi largement aussi en pétrole iranien. Absolument. Et l'Iran qui achèterait des armes à la Russie. Donc on voit bien qu'il y a tout un triptyque là aujourd'hui qui est un peu compliqué. Donc pour vous, de nouvelles sanctions éventuelles prises par la communauté internationale à l'égard de l'Iran, ça changera strictement rien. Est-ce que dans l'agenda aujourd'hui international aussi, il y a l'élection présidentielle que beaucoup annoncent comme déterminante, qui pourrait être déterminante en tout cas, qui va se dérouler en novembre prochain aux États-Unis, avec Joe Biden qui est aujourd'hui un président candidat à sa propre réélection. Est-ce que ça aussi, ça influe un peu sur la position de la communauté internationale et ce tâtonnement auquel nous assistons depuis quelques jours? Absolument. Vous avez entièrement raison. Le moment, stratégiquement parlant, donc le moment, il est un peu difficile. Difficile côté intérieur, donc américain, parce que on est à quelques mois donc des élections. Le président sortant, donc, il a à la fois donc un œil sur les élections et un autre donc sur l'ensemble de ces dynamiques conflictuelles qui soit elles vont entraver son projet ou l'encourager. C'est pourquoi donc, on voit que la difficulté de trouver une position donc, claire. Je pense que côté américain, aujourd'hui, donc, ils sont beaucoup plus dans la tactique que dans la stratégie, de gérer au coup par coup et de gérer donc, au jour le jour, en annonçant donc, un message clair à d'autres acteurs, donc, pour dire que oui, on soutient Israël dans un niveau et jusqu'à donc on la soutient, mais en même temps, on n'accepte pas donc les actes que Netanyahou. Et on ne veut pas de guerre, on ne veut pas d'avancement dans la région. On veut essayer en ce moment je dirais donc, ça me rappelle le Je vous ai compris du général de Gaulle, donc à Alger. C'est-à-dire donc que tout le monde sente qu'il est compris par les Américains et que les Américains sont de son côté, mais les Américains donc sont du côté de leur intérêt. Et l'intérêt américain aujourd'hui, c'est que donc les mois à venir se passent, en tout cas pour le président américain, sont un grand bouleversement géopolitique et sans qu'elle ne soit donc mouvementée pour ne pas porter atteinte. Donc on comprend mieux en fait aujourd'hui la situation du moment. Ce qui fait que pour l'ensemble des acteurs, c'est une phase donc de positionnement et d'hésitation. On est dans le wait and see. Le wait and see. Troisième round justement parce que ce conflit aussi aujourd'hui, ce qui se passe en tout cas
dans cette région, on l'a bien vu, concerne tous les pays du monde, et donc aussi notre région, parce que Mohamed Ben Hammou, on voit bien aujourd'hui, bon, le Maroc, pas de relation, plus de relations en tout cas diplomatiques avec l'Iran depuis 2008, depuis un certain nombre d'années. C'est la région aussi, quand je dis par la région, c'est un petit peu le Maghreb aussi, avec peut-être vis-à-vis le voisin, je veux dire un pays comme l'Algérie, qui lui entretient par contre des relations diplomatiques avec l'Iran. Vis-à-vis du dossier aussi palestinien, je crois savoir que mercredi aux Nations Unies, l'Algérie a déposé une demande en tout cas pour que l'État palestinien soit reconnu comme un État à part entière et non pas un État à part. Oui. Donc il y a d'ailleurs eu un veto américain qui s'est opposé à cela. Donc on voit bien que dans notre région aussi, il y a des effets induits, des impacts indirects politiques. Oui, l'Algérie donc joue un peu à l'hypocrisie diplomatique. Donc vous savez, donc on ne met pas sur la table une initiative quand on sait d'avance qu'elle ne sera pas acceptée ou qu'elle ne pourra pas aboutir. Donc, bon, Alger savait très bien que cette résolution, il connaissait un petit peu l'issue de cette résolution déposée aux Nations Unies. J'espère. Donc s'il le connaissait, donc c'est bien. S'il ne le connaissait pas, c'est encore pire. Je sais que malheureusement le régime algérien souffre d'une myopie stratégique sur plusieurs questions sur le plan régional, mais je pense qu'au moins sur celle-là, c'est clair. Maintenant, l'Algérie ne fait rien pour la question palestinienne, rien de concret. S'il faut faire des actions pour avoir le bénéfice de l'effet d'annonce et médiatique, oui, pourquoi pas. Maintenant, le veto américain était prévisible, de dire voilà, il n'est pas question que le statut de la Palestine évolue. Je rappelle que depuis 2012, d'ailleurs, la Palestine a un statut d'État non observateur. Donc un statut inférieur, en fait. Oui, absolument. Donc veto américain était prévisible. Oui, imprévisible. En même temps, vous savez, la question, c'est aussi la question principale aujourd'hui. C'est que les États-Unis, comme la communauté internationale, doivent reconnaître l'État palestinien. Aujourd'hui, vous savez, un État, pour qu'il existe en tant qu'État et qu'il soit membre de la communauté internationale et tous nos jeunes étudiants, on leur apprend ça. Donc il a besoin des éléments constitutifs qui sont le territoire, la population et le pouvoir politique, mais il a besoin des attributs juridiques qui sont la reconnaissance, la souveraineté, etc. Donc c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, et c'est ce que le Maroc réclame, il faut qu'il y ait aujourd'hui la reconnaissance de l'État palestinien indépendant. L'État palestinien, il doit exister en tant qu'État indépendant, souverain, et c'est ce que les États-Unis d'Amérique, la communauté internationale et Israël doivent aujourd'hui accepter et réaliser immédiatement. Donc sur ce troisième round, quelles conséquences régionales dans un conflit régionalisé? Est-ce que nous, dans notre région, est-ce qu'il peut y avoir est-ce que ça peut bouger? Est-ce qu'on est sous l'influence directe ou indirecte de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient? Vous savez, on sera certainement éclaboussé. On sera, quand il y a malheureusement la guerre à côté, si on ne reçoit pas le feu, il y a au moins la fumée qui arrive. C'est-à-dire que l'espace sera d'une manière ou autre impacté. Mais si sur le plan militaire ou sur le plan de certaines actions, on peut se dire qu'elles peuvent être limitées à certains acteurs malveillants liés directement ou indirectement à l'Iran. Et on a vu la connexion qui a été avérée du Polisario avec le Hezbollah, et qui dit Hezbollah dit l'Iran, et la possibilité de voir l'Iran pousser à ce que dans notre région ou dans la région sahélo-saharienne, l'Iran se rapprocherait de plus en plus de cette région du Sahel. En tout cas, on l'a vu ces dernières années avec le Mali, le Burkina Faso, aurait des vues sur l'uranium. Au Niger aussi, voilà. Est-ce qu'il faut être interpellé par un... Oui, l'Iran cherche à se nicher là où il y a des vides,
là où il y a un vide sécuritaire, là où il y a un vide juridique, là où il y a un vide des États, là où il y a des problèmes aussi. Donc l'Iran cherche à être, donc comme État, donc il cherche à être présent là où il a la possibilité de recruter des proxys, donc de recruter L'Iran serait dans cette perspective aujourd'hui au niveau de la région Sahel, selon vous? Oui, oui, depuis longtemps. On sait que. Parce qu'il y a déjà la Russie avec le il y a Wagner Russie, qui est présente et très présent dans la région. L'Iran s'appuie sur la communauté chiite libanaise, donc présente dans l'Afrique occidentale, donc dans certains pays donc, de la CEDEAO, comme on l'a vu, donc s'appuyer sur la même communauté en Amérique latine. Et on sait qu'aujourd'hui, donc l'Iran, bien sûr, donc use et utilise cette communauté à la faveur ou au service de ses intérêts. Donc oui, par contre, s'il n'y a pas donc une conséquence sécuritaire ou des menaces sécuritaires donc directes ou indirectes, on sera très largement impacté sur le plan économique. Et on sera, parce que donc, bon, une guerre, malheureusement donc, dans cette zone déjà donc, fragile et déjà donc, vulnérable, une guerre donc, mettra à mal l'économie internationale, le commerce international. L'Iran qui aurait des vues sur l'uranium du Niger, du côté des autorités Oui. du Niger, on a fait cette déclaration parce que je rappelle que jusqu'à présent, c'est un pays comme la France qui exploite l'uranium au Niger. Voilà. Est-ce que là, les autorités nigériennes ont fait cette déclaration en disant que l'uranium du Niger n'était pas une exclusivité pour la France et qu'il pourrait y avoir aussi d'autres pays qui pourraient aussi bénéficier de cet uranium du Niger? Oui, mais ils ne peuvent pas donc le faire donc à leur volonté. Je pense que les Américains aussi, par un grand souci de sécurité internationale et de sécurité aussi donc des intérêts américains, ils ont un regard donc sur l'uranium donc de ce pays et je ne dis pas qu'il ne peut pas être accessible à d'autres, mais difficilement donc accessible, mais pas non accessible. Donc le Maroc, nous, aujourd'hui, la position que nous adoptons, à la fois dans la région et à la fois vis-à-vis de ce conflit régional, c'est une position responsable, c'est une position sage et c'est une position qui ne cherche pas à se focaliser sur le règlement donc, des symptômes, mais c'est une position qui veut régler donc, les causes de toute cette instabilité. Et pour le Maroc, donc, la cause principale, c'est le règlement de la question palestinienne. Et la cause principale doit être donc comment dirais-je, donc la reconnaissance de l'État palestinien donc indépendant avec Jérusalem Est comme capitale. Et bien sûr, donc c'est une position qui est claire, ferme, inébranlable. Et le Maroc œuvre. Le souverain, justement, là-dessus, c'est Mohamed Ben Hamou avait dit dans une déclaration, c'est-à-dire dans le cadre d'un discours, que la cause palestinienne, le fait de plaider pour un État palestinien à part entière, je dis bien, et non pas à part, était érigé comme l'autre priorité également, et la même priorité, l'intégrité territoriale du Maroc. Là-dessus, juste pour conclure aussi, parce que je ne peux pas débattre avec vous, c'est Mohamed Ben Hamou, sans évoquer un peu cette relation de réchauffement diplomatique avec la France. Et voilà, alignement ou pas, parce que beaucoup considèrent que c'est bien tout ce qui se passe aujourd'hui, mais bon, il faudrait que aussi l'Élysée et la France actent en fait ce réchauffement diplomatique par une position claire et ferme sur l'intégrité territoriale. Est-ce que vous considérez qu'effectivement c'est quelque chose qui pourrait être fait dans les prochaines semaines ou les prochains mois ou pas? Je pense que la France donc, sait très bien qu'elle a besoin de maintenir ses relations avec un partenaire stratégique et un partenaire donc, historique qui est le Maroc. La France sait aussi que le Maroc donc, est un partenaire incontournable dans la région. Maintenant, on ne peut pas dire que, je dirais donc,
l'Élysée aujourd'hui, donc, et le président Macron, donc, aujourd'hui, il est dans une relation donc, d'amour difficile avec le Maroc et une relation dangereuse avec l'Algérie. Donc il est un peu dans cette il est écartelé en fait, il fait le grand écart, c'est un choix diplomatique. C'est un choix, donc c'est un choix. C'est un choix. Maintenant, je n'ai pas donc à revenir sur les choix donc d'un chef d'État ou d'un pays. Par contre, il y a aujourd'hui des intérêts communs qui doivent être préservés et je pense que de part et d'autre, il y a une volonté d'aller encore de l'avant. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. On attend dans les semaines qui viennent la concrétisation. Essentiellement sur les annonces à caractère économique et d'investissement sur le plan économique. Dans le sud de la province du Sud. Maintenant, encore une fois de plus, l'exécutif français apporte des réponses. Ce qui est attendu donc, de cet exécutif et de l'Élysée, c'est d'apporter la réponse. Et ce que le président donc, français va faire, donc, et le gouvernement français va faire donc, de sorte à ce que donc, la reconnaissance de... c'est votre pronostic je dirais donc, est-ce qu'il va le faire ou pas Est-ce qu'il va le faire ou pas C'est la question qui lui est posée. Maintenant, pour moi, je dirais que ce seuil, il aura du mal à le franchir. À cause malheureusement donc, de cette relation dangereuse avec l'Algérie, ce qui fait que ou il le fera donc lors de la dernière partie de son mandat. Donc rien avant 2026-2027. Je dirais donc qu'il faut attendre peut-être novembre, décembre 2026. Dernière question là-dessus. Est-ce que nous on peut être patient jusqu'à cette échéance 2026-2027 pour avoir une position française claire et tranchée sur le dossier de l'intégrité territoriale? On n'est pas dans une position d'attente. Nous, on travaille, on est sur notre territoire et on travaille. Maintenant, donc, on a demandé, et le Maroc donc, a demandé à tous les États donc, de ne plus être dans des zones grises, surtout donc, des partenaires stratégiques et des acteurs qui sont, en l'occurrence la France. Maintenant, donc, bon, le Maroc, il n'est pas dans une position d'attente, mais en même temps, c'est à celui qui sait et qui doit faire donc le geste de le faire. Vous savez donc un acte, un geste, une position, elle a encore plus de force quand elle émane du partenaire que quand elle est demandée. Le Maroc, bien sûr, je pense qu'il sera ravi et qu'il appréciera donc à sa juste et grande valeur donc une position, mais ce n'est pas pour autant, en tout cas c'est mon point de vue en tant que citoyen et en tant qu'observateur. Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères français, qui était en visite un petit peu là, la région, était interpellé par des médias là-dessus. Donc le positionnement de la France politique sur le dossier du Sahara, et que c'est une décision qui ne peut émaner que des deux chefs d'État. Oui. Voilà, c'est fermeture des guillemets de la part de Stéphane, propos tenus par Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires étrangères. Merci infiniment à vous, Si Mohamed Ben Hamoud, pour cet éclairage dynamique, diplomatique, régionalisé et régionalisant, parce qu'il y a notre région aussi, même si on est à quelques milliers de kilomètres, mais vous avez dit, là où il y a le feu, il y a au moins la fumée qui au moins la fumée, donc même cette fumée-là, il faut être très vigilant à l'égard aussi de cette fumée qui n'est pas forcément que des écrans de fumée. Absolument. Merci à vous, en tout cas, une fois de plus. C'est moi, président du Centre marocain des études stratégiques, président fondateur, et également président de la Fédération africaine des études stratégiques, et je rappelle aussi, et avant tout, professeur universitaire à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.